Ok, pardon. Bonjour. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'atelier organisé par la direction technique événements. Je suis Régis Sélatry, président de l'association, une association qui regroupe des directeurs techniques de l'événement, du secteur de l'événementiel, bien évidemment. Merci d'abord à Romuald Guadra et Arnaud Fauché de nous accueillir chaque année pour le salon Event. Et cette année, nous avons souhaité parler d'une technologie qui nous tient énormément à cœur, qui est la 3D, le scan 3D, la numérisation des espaces et la création de jumeaux numériques, le pourquoi, du comment, etc. Donc l'atelier s'appelle les apports de la numérisation 3D des espaces événementiels. On va vous expliquer grosso modo quels sont les types de scans, comment les fait-on, quels sont les résultats et surtout le pourquoi et les gains de temps et surtout de faisabilité et en quoi ça peut aider tous les corps de métier lors d'un événement. Donc en animateur et en chargé de l'atelier, nous avons Guillaume, nous avons Vincent, nous avons Charles, nous avons Samuel et Hugo, tous spécialistes en 3D, numérisation et réalisation de jumeaux numériques. Je vais laisser la parole à Guillaume et merci beaucoup et merci à vous d'être là. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là pour écouter un petit peu cette présentation de ce qu'est la numérisation 3D et de tout ce qu'on peut en faire. Je vois que tu as pu arriver à l'heure, Marco, c'est sympa. Merci Régis pour cette opportunité de présenter cet outil parce que c'est un outil qui est super pertinent pour le milieu de l'événementiel, quelle que soit notre fonction en fait. Alors là, on est axé sur la direction technique événementielle, mais en fait, quel que soit le corps de métier dans notre profession, on a un intérêt à la numérisation 3D. Donc merci de cette opportunité pour présenter ce qu'est cet outil. La numérisation 3D. Tac. Des outils. Qu'est-ce que la numérisation 3D? Première chose, en fait, on va faire assez simple, on va rentrer un peu dans le détail ensuite, mais il s'agit de faire entrer la réalité dans le monde numérique. Donc on capture la réalité à l'aide de scanners, de différentes machines que Vincent, tu vas pouvoir nous présenter un petit peu. Et ça nous permet de faire entrer ça dans nos ordinateurs et d'en sortir plein d'informations. La première, la 3D des bâtiments ou des espaces. Ça marche très bien en extérieur également. Donc des relevés de terrain comme des relevés de salle fonctionnent très bien en numérisation 3D. Écoute Vincent, je te propose de présenter les différents outils pour numériser en 3D des espaces. Alors, bonjour à tous. En fait, on a plusieurs technologies aujourd'hui pour créer ce qu'on appelle donc un jumeau numérique d'un espace. Vous avez déjà certainement entendu parler de la photogrammétrie, qui consiste à prendre plusieurs photos d'un espace, de les rentrer dans un logiciel avec un algorithme qui va comprendre d'où sont prises toutes ces photos et recréer un modèle 3D de l'espace. C'est des techniques qui fonctionnent relativement bien, mais qui sont peu précises. Et surtout, en fait, les photos, sauf si on vient apporter un objet référence en lui disant « voilà, cet objet-là fait 5 mètres, par exemple », il va comprendre à peu près la taille globale de l'objet. Mais la photogrammétrie n'apporte pas un niveau de précision très élevé. Et aujourd'hui, nous, on préfère travailler avec des machines dont vous avez déjà certainement entendu parler, la technologie LIDAR. Et donc, vous en avez ici un exemple sur scène, et quelques-uns vous sont montrés sur la slide. En fait, le LIDAR, c'est ni plus ni moins qu'un télémètre laser, qu'on connaît tous et qu'on utilise depuis longtemps, qui est tenu par une machine qui est capable de prendre beaucoup de points, puisqu'on parle de machines qui vont prendre entre 150 000 et 250 000 points à la seconde, et ainsi reconstituer un nuage de points, de mesures qui vont vous donner un objet. Donc ensuite, on va se déplacer. Donc vous avez soit du lidar statique sur trépied, comme l'exemple qui est ici sur scène, soit du lidar dynamique, c'est-à-dire que vous allez vous promener avec vous. C'est
plus facile pour certains types de repérage. On est donc sur le lidar dynamique, vous vous promenez avec, ça offre un peu moins de précision. Les drones, les drones, vous pouvez faire soit de la photogrammétrie, ou il existe aussi des drones lidar. Et là, évidemment, c'est adapté à d'autres situations. C'est-à-dire que si vous avez besoin de couvrir de l'extérieur, des grandes surfaces, le drone va être très efficace. Et ensuite, après, vous avez aussi des scanners qui sont plus orientés sur la visite 360. Donc, on est vraiment sur des produits qui sont beaucoup utilisés dans l'immobilier, qui vont avoir une précision beaucoup moindre, mais qui vont offrir déjà, on n'est pas du tout sur les mêmes budgets en termes d'investissement, mais qui offrent après des options de visite 360 assez friendly, qu'on peut avoir avec les gros scanners aussi, quand même, je tiens à le préciser. Tu vas pouvoir rebondir, Hugo, sur, une fois qu'on a pris ces outils-là, expliquer un petit peu le workflow. Et Vincent, je te propose également d'enrichir les propos d'Hugo. Hugo, comme je sais que tu vas beaucoup sur le terrain et que tu scannes, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le workflow des scanners quand tu es sur un site? Comment ça se passe en fait pour relever? Alors concrètement, en fait, selon vraiment les caractéristiques du site, on va déjà être capable de venir combiner différentes techniques qu'on a vues précédemment. Par exemple, c'est tout à fait possible de combiner du scanner statique en intérieur avec du drone en extérieur et en topographie, ce qui permet vraiment en fait d'aller s'adapter aux caractéristiques de l'espace et aller chercher vraiment l'information là où elle va être pertinente et là où on va avoir besoin de la faire ressortir derrière. Donc concrètement, il y a une étape clé qui est la captation sur place. Donc ça va être toute la partie en fait qu'on va passer sur place avec le drone, avec le laser, où on va acquérir tout un tas de données qu'on va ensuite au bureau processer pour la rendre intelligible. Donc ça va être par exemple pour les scanners laser, l'assemblement des différentes stations en un nuage de points global. Pour les jeux de photogrammétrie, recalculer d'après les photos un nuage de points en 3D qui va nous servir de base ensuite pour toute la suite du process. Je te remercie. Il y a les petits visuels pour expliquer ça de manière encore plus ludique. Et là, Vincent, je te propose de commenter ces relevés que tu as fait. Donc en fait, là, vous voyez donc, la première photo à gauche vous montre le scanner en situation dans une salle, en l'occurrence l'Arena de Montpellier. Et donc on va poser cette machine et on va lancer un scan. Donc elle va envoyer des rayons, des faisceaux dans tous les sens, évidemment des faisceaux qu'on ne voit pas, prendre ces mesures et vous constituez comme ça au fur et à mesure, donc vous l'avez sur l'image de droite, un nuage de points. Donc je peux passer à la slide suivante. Le nuage de points, on va déplacer la machine, on va faire des relevés un peu partout et on va ensuite créer ce qu'on appelle l'assemblage. Et donc là vous voyez, chaque point rouge correspond à un endroit où on a été posé le scanner. L'intérêt de ce déplacement, c'est que en fait, la machine travaille par des lancers de rayons et donc c'est-à-dire que dès qu'elle va trouver un objet, elle va s'arrêter à cet objet, elle ne va pas voir derrière. Donc si on prend ici l'exemple, je vais avoir très bien la charpente, par contre j'ai des bouts du toit que je ne vais pas voir. Et en se déplaçant, pareil pour les poteaux, les choses comme ça, on va justement effacer toutes ces zones d'ombre qu'on peut avoir à un endroit en prenant une mesure à un autre endroit. Et c'est pour ça l'importance de créer des mesures un peu partout et cet assemblage. Et si on avance ensuite, donc une fois que vous avez l'assemblage, le problème c'est que la machine, alors c'est tout l'avantage, elle prend le réel, mais elle le prend à 100%. Et donc quand vous avez des personnes qui passent dans votre champ de travail pendant la numérisation, elles sont numérisées. On peut les effacer évidemment, puisque le but du jeu, nous, c'est d'avoir le modèle, le nuage de points de la salle. Donc comme ça, vous nettoyez le scan. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nuage de points, enfin le scan, c'est pas hop, tout de suite j'obtiens un modèle 3D. Par contre, j'obtiens de la donnée fiable. Et donc vous voyez, au final, vous avez voilà, un nuage de points, ça c'est une petite vidéo, où on a toute la salle au réel et en 3D. Donc dans les conditions où on l'a eu, c'est très important aussi du coup de bien se préparer. C'est-à-dire que si vous allez scanner une salle où il y a un événement, où il y a un démontage ou un montage, bah vous allez le prendre avec. Et donc l'idéal, c'est d'avoir une salle vraiment dégagée. Pareil pour les extérieurs, voilà, c'est d'être dans les meilleures conditions possibles. Là, on passe dans un autre mode d'affichage qui vous permet de mieux voir, parce que la salle, évidemment, c'est une salle à Arena un peu sombre. Et ça vous permet de voir, vous voyez, on a tous les détails, surtout y compris la charpente. Et c'est très intéressant dans nos métiers, où on a de l'accroche, d'avoir un vrai plan de charpente pour savoir où on peut aller se mettre précisément, voir les gaines de clim, c'est-à-dire toutes ces informations qui
bien souvent ne sont pas dans nos plans. Des petits détails qui parfois peuvent vraiment faire des grosses différences. Et là, il y a une notion qui est importante, c'est que le nuage de points, c'est normalement, de manière totalement normale, une information qui est en dessous du centimètre en précision, en termes de précision. Donc on a quelque chose qui est vraiment tel que le réel, quoi, en fait. On n'est pas dans l'interprétation. Pour compléter ce nuage de points que je connais bien, en fait, vous avez plus de 800 millions de points qui ont formé toute l'image. Et on a d'un bout à l'autre de l'aréna une précision de 77 mm. Voilà, donc de 7 mm, pardon, de 7 mm. Donc en dessous du centimètre. Donc là, on est sur d'autres résultats. On est à l'étape du nuage de points. Donc c'est vraiment le relevé 3D qui est composé d'un essaim de points. Donc là, on est sur plusieurs millions de points, tout à fait. Un petit point important dans la compréhension, un nuage de points n'est pas un modèle 3D surfacique. C'est-à-dire que ce n'est pas le nuage de points sur lequel on va implanter nos scénographies. On peut le faire, mais ce sont des outils parallèles. On peut s'arrêter au nuage de points parce qu'il peut être exploité. On est capable de prendre toutes les mesures, on est capable d'aller voir beaucoup de choses, de faire des plans de coupe. Donc on peut exploiter un nuage de points en direct, mais par contre, quand on veut le rentrer dans des logiciels événementiels, quels qu'ils soient, en 3D, hein, que ce soit Vector, que ce soit AutoCAD, que ce soit SketchUp, Archicad, enfin tous ces logiciels-là, il y a un temps de modélisation. Donc là, on est à l'étape du nuage de points. Donc là, c'est un nuage de points où on peut voir également les sphères 360, comme une visite 360. Et là, on est à l'étape de modélisation, où là, il y a un travail supplémentaire qui a été fait, qui est un travail très long, qui est plus long en fait que la captation. Donc le vrai travail en termes de temporalité débute après le relevé. Le relevé est exploitable, mais la modélisation, si on souhaite une modélisation, c'est une étape supplémentaire de travail. Encore un autre exemple de modélisation 2D, 3D, dans laquelle vous avez commencé à implanter des éléments scénographiques. Charles, c'était un de vos travaux, ça. Ouais, là, c'est une étape un petit peu intermédiaire, parce que du nuage de points, en fait, on peut avoir aussi donc, soit le retraçage complet, mais un mode mesh, qui est un mode intermédiaire, en fait, et qui est généré par des ordinateurs de façon automatique, mais alors qui a l'avantage d'avoir des beaux rendus, des belles couleurs, des vraies textures, mais il y a aussi des inconvénients qui sont en termes de poids de fichiers et tout ça. Donc après, quand on fait un modèle 3D, effectivement, on commence toujours par un nuage de points, mais ensuite, il faut savoir à quoi va servir ce modèle 3D et quelle est la finalité finalement dans son traitement. Parce qu'on peut s'adresser à tout un tas de gens différents en fait. Hein. Donc ça peut être des salles, ça peut être des directeurs techniques, ça peut être des scénographes, ça peut être des gens qui vont faire des rendus. Voilà, donc il y a plusieurs étapes. Et là justement, tu fais la transition toute trouvée, parce que tu vas garder la parole. On vous a expliqué ce qu'était un relevé 3D, un relevé numérisation 3D, les outils, le workflow. Et un point qui nous semblait important à aborder, c'est la tarification. Parce qu'en fait, c'est une tranche de coût qu'on ajoute à un événement. Simplement, c'est qu'il y a beaucoup de méconnaissance des coûts de la numérisation 3D et de la modélisation 3D. Et surtout, c'est que c'est à pondérer par le temps que ça va nous faire gagner à la sortie et les finances que ça va nous faire gagner. Donc du coup, qu'est-ce qui explique et qu'est-ce qui fait un tarif d'un relevé 3D? Charles, je te propose de prendre du coup le point. Alors déjà, en préambule, moi je vais dire une chose, c'est que nous, on fait ça depuis maintenant 5 ans à peu près, et on est convaincu que dès le départ, dans le process, on gagne de l'argent. Donc ça, c'est une première chose et on va vous expliquer pourquoi. Donc, première étape, c'est le nuage de points. Deuxième étape, c'est le retraçage, donc soit informatique, soit retracé. Et en fait, à chaque fois qu'on a un appel entrant sur « tiens, on aimerait faire de la 3D » et tout ça, donc on pose 2 premières questions. C'est 1, de quelle surface on parle. 2, est-ce que vous avez des photos à nous montrer pour voir à peu près de quoi on parle? Parce qu'il y a des bâtiments qui sont plus ou moins simples. Il y a le bâtiment avec des murs droits et puis il y a le bâtiment avec des moulures partout. Et ensuite, on va aussi parler d'un niveau de détail. Donc là, il y a des choses qui sont normalisées, qui s'appellent lot de 100, lot de 200, lot de 300 par exemple, qui donnent un niveau de détail différent. Voilà. Et ensuite, on peut appliquer des textures
ou pas, ou alors des textures complexes ou des textures haute définition. Bon, voilà. Donc ça veut dire que en termes de tarifs, en fait, il y a un éventail hyper large de choix possibles pour finalement s'adapter à tous les budgets. Mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est quel est l'objectif principal de ce fichier et ensuite quelle va être l'utilisation. Par exemple, si c'est pour une salle, on sait que c'est un fichier qui va resservir plein de fois. Si c'est pour la mode ou du luxe, on sait que ça va avoir une utilisation bien précise et tout ça. Donc après, pour vous donner des prix, par exemple, un scan, donc un relevé, qui est l'étape numéro 1 qu'aujourd'hui toutes les salles devraient avoir, en tout cas fournir en même temps qu'un DWG, clairement, vu qu'on peut les retraiter facilement. Un scan, ça va, on va dire, de 1002 à 3000. Voilà. Et puis après, ça peut durer plusieurs jours. Tout dépend de la taille, bien sûr. Si on parle de 70 000 m², ce ne sera pas du tout pareil que 300 ou 400 m². Donc voilà, je dirais, première étape, c'est ça. Ensuite, le retraçage informatique, donc, qui est un fichier un petit peu lourd, fait d'assemblage de triangles, qui s'appelle des fichiers mesh. Là, on ajoute, pour une salle de 300 m², par exemple, on va ajouter 1000 € peut-être supplémentaires. Ça veut dire qu'à partir de 2500 €, on peut commencer à avoir un fichier qui est un fichier qui peut permettre d'insérer une scénographie à l'intérieur pour une petite salle. Donc c'est intéressant. Et ensuite, si on veut un fichier retracé, là, les prix vont beaucoup plus. Ça peut commencer à 2005, 3000, et puis après monter à 25, 30 000 si c'est des gros espaces avec des niveaux de détail qui sont importants. Ça arrive quand on travaille pour refaire un hall, par exemple, on veut tous les niveaux de détail d'accroche, on veut toutes ces choses-là. Et du coup, forcément, le temps de traitement va être plus long, et puis il y a des vérifications, il y a tout, en fait, le travail humain qui s'ajoute et qui est comptabilisé. Mais on peut très bien se dire, si je prends un autre exemple, on veut vérifier dans un parc qu'une installation qu'on va monter va passer. Ou même par exemple ici, tiens, on a plein de trucs qui sont accrochés. On va faire un petit scan 3D vite fait de cet endroit. On va sortir un mesh. Ça ne va pas coûter très cher, ça va coûter 1002, 1003 peut-être, voilà. Et on va pouvoir vérifier que l'installation technique, elle passe. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et en fait, là où les gens ne se rendent pas compte souvent de la progression qu'on a eue dans tout ce système depuis quelques années, c'est que ces coûts, ils sont tout de suite amortis en termes de repérage. On fait beaucoup moins de repérage. Tout le monde s'aligne sur des fichiers qui sont fiables. On a des codes qui sont ultra précises. Et du coup, quand on va arriver dans notre métier à monter des trucs en moins de 24 heures, on est sûr que ce qui a été conçu, ça va marcher. Et donc, en termes de coût, finalement, en fait, ça ne coûte pas grand-chose. Voilà. Et si je puis ajouter quelque chose, en plus, en termes de coût, il faut imaginer ça un peu comme si vous faites construire une maison. Soit vous décidez de l'avoir entièrement finie jusqu'au papier peint sur les murs, ou il y a des choses aussi, vous pouvez dire, moi, ça, je vais le faire. Et en l'occurrence, pour les scans et notamment la modélisation jusqu'au bout et jusqu'au précis, c'est des choses qui peuvent être internalisées par certains services. C'est-à-dire qu'il y a la prestation de scan, de passage du nuage de points vers un premier mesh, mais après tout l'affinage, etc. Et on va le voir ensuite après dans les options de collaboration, il y a des choses qui peuvent être faites par le DT lui-même qui a commandé le scan, par l'agence ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est le volet budgétaire. Donc, le point important pour le budget, c'est de bien définir ce dont on a besoin. Encore une fois, c'est pas le coût. Vous avez, Charles, donné un coup d'approche pour dire, OK, on arrive, on est capable de scanner avec tel niveau de détail, avec telle surface pour tel coût. Ce qu'il faut quand on reçoit un coup de fil, quand on appelle parce qu'on veut une modélisation, c'est de bien définir ce dont on a besoin. Et alors moi, j'ai l'habitude de demander, en fait, fais-nous une petite liste. Est-ce que tu as besoin des issues de secours? Est-ce que tu as besoin des gaines? Est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et en fait, le scan, il aura tout capté. C'est-à-dire qu'on sera capable d'aller à un niveau de détail qui va être très élevé. Et la modélisation derrière, elle, ça va être du temps passé. Donc il faut bien définir ce dont on a besoin. On peut arriver avec un niveau de besoin primaire, je veux les murs, je veux les IPN, et ça s'arrête là.
où on peut vouloir aller jusqu'à des niveaux, encore une fois, de toutes les signalétiques qu'il va y avoir, de toutes les petites extractions qu'on va avoir à droite à gauche. Donc bien définir son besoin pour avoir un coût qui soit cohérent avec ce dont on a besoin. Donc, le coût est assez variable, mais il faut savoir que l'entrée de gamme, c'est pas cher. On peut y aller et on gagne du temps très rapidement, en fait. Alors, un vrai sujet maintenant, du coup, on a parlé des outils, on a parlé du workflow et du coup, alors là, il y a tout ce que la numérisation va vous apporter. Sachez que vous avez ici 5 convaincus de l'apport de la numérisation. Vincent, je crois que c'est toi qui devais prendre ce sujet. Je pense qu'on va tous rebondir parce qu'on a tous des avis là-dessus. Bah, en fait, c'est surtout notre vécu, on le voit. Encore une fois, Régis, au début présent, vous a dit qu'on est la DTE. On est avant tout des directeurs techniques de l'événement. On n'est pas des fabricants de scans, hélas. Et donc, si on y est venu, c'est bien qu'on y a trouvé un intérêt pour notre métier. La première chose, évidemment, c'est la véracité et la précision des données. C'est-à-dire que, vous le savez, très rares sont les lieux à vous livrer un plan qui correspond à la réalité et qui n'omet rien. J'en parlais ce matin, un exemple d'une salle que je nommerai pas, où sur leur DWG, il n'y a pas les gaines de clim. Pourtant, ces gaines de clim, elles font plus d'1 mètre de diamètre le long des murs. Si vous aviez, comme moi, une scène à y monter et que vous le découvrez le jour même, c'est un vrai problème. Là, on a tout, on a scanné le vrai, on est exactement dans la réalité. Vous avez surtout aussi une facilité de compréhension, c'est-à-dire que le nuage de points peut être partagé et toutes les personnes vont voir dedans et vont bien comprendre la géométrie. Vous l'avez déjà tous vu, et certains des WG de salle sont très complexes parce qu'on a tout sur une vue de dessus, de la charpente jusqu'au sol et des fois même les gaines et les caniveaux. On ne sait pas trop qui est quoi. Là, on est dans le monde 3D, dans le nuage de points texturé, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur la petite vidéo, donc on comprend bien. Ça vous donne aussi une accessibilité au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, on en revient à la notion de coût. C'est-à-dire que si vous avez une salle à Paris, que vous êtes une agence parisienne, ça ne vous coûte pas trop cher d'aller la voir. Encore faut-il qu'elle soit disponible. Par contre, si on parle d'un événement à l'étranger, ben, on ne peut pas organiser comme ça des repérages sans cesse, toutes les semaines, pour aller vérifier une cote ou quoi que ce soit. Là, vous avez un jumeau numérique de la salle que vous pouvez consulter à n'importe quel moment, soit parce que vous avez le fichier sur votre ordinateur, soit parce qu'il est en ligne sur les plateformes, on en parlera tout à l'heure. Donc ça vous permet vraiment une accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça vous permet vraiment de préparer les événements très finement et donc de gagner aussi, encore une fois, on revient à l'économie, c'est-à-dire d'être sûr de ce qu'on va en faire, de ne pas se dire bon bah on va se prendre un jour de sécurité, c'est-à-dire que vous investissez un peu au début, mais vous gagnez énormément au montage. Et puis c'est une notion qui est de plus en plus demandée dans nos événements, le côté RSE, là aussi, éviter de se déplacer sans cesse pour aller voir un lieu, ben ça fait partie du bilan économique global de l'événement, quoi. Là, il y a une petite notation, minimiser les imprévus. Je pense qu'on a tous des retours d'expérience où on découvre quelque chose sur le chantier et où on doit décaler un élément de décor. On doit décaler un élément de décor. Le montage était censé se terminer à 22 h pour commencer à jouer à 8 h. On était encore bon en termes à peu près en termes d'horaire. Et là, d'un coup, ça glisse et on va finir le montage à 5 h du mat et l'événement va s'enchaîner à l'heure prévue. Donc, minimiser ces découvertes sur site. Le scan 3D permet d'y répondre. Encore une fois, ce genre de choses, ça a des impacts budgétaires directs, des impacts sur l'organisation de l'événement, sur la tenue de l'événement. Parfois, ça peut mettre en péril un événement. Donc, finalement, les apports de la numérisation, on peut en parler là pendant des heures. On a plein de cas d'usage à mettre en face. C'est ce qu'on va faire après cette petite partie-là. Donc, ils sont pléthores. Hein. On peut peut-être parler aussi du workflow général de la chaîne de production, à savoir quand on a une visite en ligne accessible, finalement, ça sert, on l'a dit, à la technique, aux constructeurs de décors et tout ça, mais ça sert
à la prod, à l'assistant de prod, à montrer au client ce qui va se passer, et ça sert à absorber aussi les multiples changements qu'on a en permanence sur nos dossiers, à savoir, ah bah tiens, le client a décidé de monter un stand là, maintenant il faut le déplacer là, après c'est derrière, en tout cas. Et tout de suite, on peut aller vérifier ensemble avec le client, regarder, bah ok, ouais, effectivement, là c'est possible, le point de vue est bon. Voilà, donc en termes de fluidité, maintenant qu'on est tous sur Teams, en permanence en visio, en fait, on se balade dans la salle en même temps qu'on discute et c'est quand même extraordinaire. Tout à fait. Et là, on a un discours de directeur technique, mais c'est valable sur la logistique, hein, de mieux se situer, de mieux comprendre les flux dans le site. Les visites 360 peuvent y répondre, mais la numérisation 3D, la modélisation 3D, la numérisation 3D, encore une fois, peuvent tout à fait répondre à ces problématiques, de mieux comprendre le site, de mieux voir les distances, de mieux être sûr qu'on peut déposer en bus à tel endroit, de savoir où est-ce qu'on doit remettre les badges, des choses comme ça. Et ça, on l'a tous vécu en repérage sur site, où ça peut être extrêmement chronophage de faire tout ça, préparer en amont du repérage tous ces points et d'arriver, de les confirmer sur place ou de les ajuster, ça fait gagner beaucoup de temps à la finale. D'autres points sur les apports du scan, messieurs? Non, pas direct, Hugo, non, pas de... On a un petit témoignage sur les apports de scan, sur un sujet qui a été un gros sujet de l'an dernier, donc les Jeux Olympiques, bien sûr. On a Samuel qui a exploité des données du nuage de points sans aller jusqu'à la modélisation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, donc du coup, ton usage avant qu'on fasse nous part de nos cas d'usage, mais que tu nous expliques un petit peu ton utilisation du relevé? Tout à fait. Donc là, on parle de la cérémonie d'ouverture des JO, pas des parties sportives. Donc sur ma part, qui était la direction technique, conception et intégration du site de la cérémonie, on parle de la Seine et on parle de 6 km de Seine, donc 12 km de quai. Mon travail consistait avec une équipe de 8 personnes à préparer les plans, décider ce qu'on mettait à quel endroit. Donc on parle autant des tribunes que des toilettes, des bungalows, des gaines techniques, des éléments qui étaient pour le show aussi avec l'équipe qui travaillait le spectacle. Donc la mise en plan avec 3 autocadistes à temps plein. Et quand je suis arrivé au mois de septembre, première difficulté, il n'y a pas de plan 2D simple AutoCAD des 6 km. C'est-à-dire que j'ai 3 ou 4 fichiers qu'il faut déjà rassembler. Et on passe beaucoup de temps à faire des repérages, déjà pour réajuster les plans 2D des DWG simples. Hein, et on utilise pas mal Google Earth, Google Maps pour aller vérifier des choses. Alors il faut s'apercevoir que ce machin-là, la cérémonie des Jeux, était un truc un peu spécial. On parle quand même avec 3 personnes qui travaillent sur AutoCAD 10 heures par jour, de 80 à 150 modifications de plans par jour. Donc à chaque fois qu'on bouge un truc, nous on est dans des bureaux, c'est difficile d'aller, quand on est à côté de la Tour Eiffel dans les bureaux, à l'autre bout de Paris, 3 quarts d'heure de métro ou une demi-heure de vélo pour vérifier que le bungalow que j'ai mis à cet endroit-là, à 50 cm près, il ne passe pas pour telle raison. Et surtout, l'historique, on le perd rapidement. Sur 11 mois de travail, au mois de février, pourquoi j'ai mis le bungalow au mois de septembre précédent à tel endroit et ce qui passe si je le déplace à 1 mètre, je ne me souviens plus. Et donc, on a eu un contact avec Guillaume par l'intermédiaire de Vianney Delru, le directeur technique de la cérémonie, qui me dit, voilà, Guillaume fait du scan 3D, donc tu es intervenu courant janvier pour la modélisation, après un cahier des charges où l'objectif c'était d'avoir une espèce de Google Earth amélioré, mais dans lequel on puisse aussi avoir beaucoup de relevés de cotes, qui n'étaient pas uniquement sur une vue 2D, mais aussi une vue 3D, puisqu'on avait des éléments qui nous manquaient, notamment la hauteur des murs de Boracay, ou des Boracay en tant que tel, hein, puisqu'on a des tribunes à mettre pour le public, et il faut qu'ils voient ce qui se passe sur la scène qui est plus basse. Donc la hauteur des murets ou des Boracay était importante. La hauteur de la végétation. Un arbre, on sait bien que c'est un arbre sur un plan AutoCAD 2D, bah, c'est une espèce de symbole, mais en fait, la hauteur des arbres, est-ce que je peux mettre un module de chantier dessous ou pas, une cabine de toilette ou un bout de tribune, ça ne donne pas d'informations. Et puis, la hauteur aussi des murs qui allaient vers les quais. 12 km de quais, j'ai compté vite fait, c'est à peu près 300 000 m². Donc,
c'est quand même assez compliqué d'avoir une vision précise juste dans sa tête ou en allant faire quelques repérages. Voilà, donc après la partie simulation, enfin mesure qu'on avait identifiée tous les 20 mètres avec la machine. Alors je ne sais plus combien de fois tu as pesé la Je crois que ça backcam. faisait 600 stations de scan. Voilà, 600 stations, merci, ça me revient. On a en effet un nuage de points qu'on va aller exploiter. Et là, c'est l'équipe de direction technique, parce qu'on était 2 DT avec Pierre-Marie, mon adjoint, où on va aller chercher de l'information qui va être confirmée ensuite par un repérage, et pas l'inverse, aller chercher de l'information en repérage pour ensuite positionner. Donc là, on positionne, on voit dans le nuage de points, on voit dans le scan 3D que ça fonctionne. Et après, quand on peut comme ça avoir des repérages qui sont un peu moins resserrés dans le temps, faire des suites de repérages sur plusieurs confirmations et pas être bloqué dans l'avancée des travaux. Et puis les 3 autocadistes qui travaillaient dans notre équipe qui allaient aussi prendre des mesures de la hauteur du muret pour voir à quelle hauteur on mettait la tribune, les lignes de coupe de vue pour le public, etc. etc. Donc ça a été un outil qui a été essentiel. Et en fait, la manière dont j'ai pu aussi convaincre le directeur de production là-dessus, c'est tout simplement le temps humain. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que le nombre de jours d'aller-retour qu'il va falloir pour aller confirmer ça en repérage va correspondre peut-être à un temps ou un mi-temps en plus dans mon équipe. Et là, en fait, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher quelqu'un en plus si on a cet outil-là. Et d'un point de vue vision de gestion budgétaire, en fait, assez rapidement, ça fait la maille parce qu'on s'aperçoit qu'on a l'outil qui est disponible et on n'est pas obligé de renforcer l'équipe pour aller vérifier des choses, quoi. Voilà. Et pour la petite histoire, alors je ne sais plus exactement si c'est partie de vos travaux ou pas, mais il y a bien eu un jumeau numérique aussi sur la cérémonie. Viana en avait un petit peu parlé, qui était lui dédié au topper notamment et à la direction artistique, qui pouvait comme ça se préparer, s'exercer sur le topage de la cérémonie avec le jumeau numérique qui avait été mis en place et qui était dans une pièce gardée sous clé. Je ne sais pas s'il y avait un agent de sécurité devant, mais il y avait une caméra et c'était filtré, hyper confidentiel. Merci Samuel. Du coup, exploitation des données brutes d'un relevé, donc nuage de points. On s'est arrêté à cette étape-là. Donc livraison du nuage de points et derrière, les équipes ont pu exploiter le nuage de points et faire leur travail. Donc le champ de la prestation s'est arrêté à la captation. Le partage des données, du coup, c'est un outil collaboratif, effectivement, parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent sur ces données-là, qui peuvent travailler sur ces données. Et aujourd'hui, un nuage de points n'est plus un objet scientifique. On peut le partager via des plateformes web aisément, et c'est plus du tout dépendant d'une puissance d'une machine avec des grosses cartes graphiques, de compétences 3D particulières. Le nuage de points est accessible. Donc en fait, du coup, en le rendant accessible comme ça via des plateformes web, ça permet de s'affranchir du poids, des particularités des machines, encore une fois, et des compétences. Et on est tous capables d'aller chercher des informations dans ces nuages de points. Donc en termes d'exploitation, c'est super intéressant parce que sur une organisation événementielle, qu'on soit chargé de production, qu'on soit encore une fois logisticien, qu'on soit régisseur de salle, qu'on soit directeur technique, on est capable d'aller dans le nuage de points et de dire ok, si en fait ton décor il va rentrer ou non, il va pas rentrer. On est capable d'aller observer ça en fait. Il y a une petite vidéo pour accompagner cette illustration de partage d'informations où on peut voir un nuage de points qui est hébergé sur une plateforme web et où on voit ces exploitations en direct. Donc si tu as la Magnéto Serge, c'était le nom de code, vous allez la voir apparaître. En fait, le nuage de points du coup est hébergé sur une plateforme et vous y avez accès via un lien invité pour pouvoir voir tout ce nuage. Donc évidemment, il y a des corps de métier qui vont travailler avec le nuage de points en local dans leur ordinateur, qui vont pouvoir redessiner totalement. Là, auquel cas, ces personnes ont les logiciels pour le travailler, ont les ordis et les compétences pour travailler tout ça. Mais encore une fois, on est capable aujourd'hui de vous donner un lien et d'aller dans la salle et de dire ok, en fait rapidement, j'ai envie de savoir quelle est la mesure entre cet IPN et le sol, quelle est la distance entre l'entrée et la salle plénière,
Est-ce qu'il y a assez de surface, encore une fois, pour qu'un bus tourne? On me pose une question. Est-ce que les camions vont passer à cet endroit? On est capable de prendre des petites cotes. Voilà, le principe du nuage de points dans cette plateforme web, vous pouvez le voir, il y a différentes typologies d'affichage. On peut voir les prises de cotes qui sont prises, on peut les voir via les photos 360. Et on peut reprendre des cotes comme on le souhaite. Là, typiquement, on est au plafond, on veut être sûr de pouvoir accrocher des éléments, quelle est la distance entre cette ferme, cette ferme, cette ferme, donc on rebouge les points comme on veut. Et on est capable de vérifier les informations en direct sans cours particuliers et sans longues études, encore une fois, de travail ou de compétences sur ce domaine. Donc on est capable de prendre des mesures, des codes de projection comme ça, des choses que physiquement on ne peut pas faire, ou partager par exemple les accès. On ne parlait pas des issues de secours, de savoir combien on a d'issues de secours. On est capable de le faire sans aller repérer la salle, éventuellement de dire ok, bah là, je te confirme, on a bien 3 UP, on a bien tant d'UP, on peut sortir, on peut passer. Et tout ce qui est prise de cote est visible au travers des photos 360. On peut également ajouter des objets 3D dans ces nuages de points. Par exemple, là, on ajoute un CTS dans un relevé de nuages de points. Ça, c'est un peu plus spécifique, mais ça permet déjà d'appréhender un petit peu les besoins de calage entre le CTS. Là, typiquement, on voit bien le dévers du parvis extérieur, du parc des expositions. On est capable déjà de dire, OK, ben, en fait, on a 80 cm ou 1 mètre de dévers. Tout ça pour vous dire que l'accessibilité du nuage de points est très facile à partager. Et encore une fois, qu'on soit exploitant de salle, qu'on soit organisateur d'événements, quel que soit notre statut, on peut aller voir cette salle. On n'est plus contraint à la disponibilité de la salle, à l'accessibilité pour dire ok, on va aller là, c'est long, est-ce qu'on peut revenir? On est capable de le voir avant même d'aller au modèle 3D. D'où la réflexion de se dire de quoi j'ai besoin. Est-ce que c'est la captation 3D ou est-ce que je vais aller au modèle 3D ensuite parce que je veux aller plus loin? Donc ça vaut le coup, cette réflexion de se poser parce que le nuage est exploitable en tant que tel. Voilà le petit objet collaboratif. Et encore une fois, il est ouvert à tout le monde, que ce soit du ticketing. Alors nous, on a les cas d'usage aussi où on veut voir quelle sera la qualité, l'angle de vue depuis telle tribune vers tel décor. Est-ce que on va bien voir, donc on va regarder si la place vaut le coup, si elle ne vaut pas le coup. Ça, on peut le faire sur la 3D, on peut le faire même sur le nuage de points. Encore une fois, la logistique, on disait, et évidemment tout ce qui est prestataire, lumière, son, vidéo, être capable de vérifier que le vidéoprojecteur ne va pas rencontrer d'obstacles dans sa projection s'il est à tel endroit. On est capable de le voir sur un plan de coupe en nuage de points. Donc c'est un outil très collaboratif. Je ne sais pas si vous avez des ajouts sur ce point-là. Ouais, on peut se rendre compte en fait que il y a quelques années, on peut dire quand on ouvrait un nuage de points, c'était compliqué. Voilà. La techno va tellement vite qu'aujourd'hui, en fait, c'est hyper user-friendly. Donc, avec le stade numéro 1 du nuage de points, et je le répète, toutes les salles devraient nous fournir un nuage de points, hein, eh ben, on peut aller voir tout ça assez facilement. On peut vérifier, on peut commencer à travailler. Et puis aujourd'hui, on a des softs 3D qui intègrent les nuages de points directement. Donc, quelque part, cette étape numéro 1, en tout cas pour nous en direction technique, c'est le b.a.-ba aujourd'hui. En tout cas, ça devient un socle de travail de base, quoi. Et avec ces outils collaboratifs, c'est complètement génial dans le workflow. Tout à fait. Travailler avec un nuage de points, une salle en nuage de points, c'est un confort, c'est un vrai confort, effectivement. Et c'est une assurance surtout. Et une vraie assurance, effectivement, une garantie du temps de ce qu'on va pouvoir faire, hein, tout à fait. Alors on est sur les cas d'usage. On va vous expliquer un petit peu en tant que directeur technique ce à quoi on a pu être confronté et les apports qu'on a pu avoir sur la captation et les modèles 3D, tout ce que ça a pu nous apporter. Vincent, je crois que ça commence par... Oui, alors nous sommes au P2A à Bordeaux, Palais de l'Atlantique. Donc le gros avantage, c'est une salle avec une charpente sur laquelle on a de l'accroche, mais des gaines de clim aussi. C'est pas celle dont je parlais tout à l'heure. Eux, leurs gaines de clim sont bien présentes sur les plans, mais pas toujours très précisément. Et on a beaucoup de mal à comprendre un DWG comme souvent dans ces endroits assez complexes. Donc là, on a numérisé la salle, on a pu la modéliser. Ce que vous voyez, la grande image à droite, c'est la modélisation 3D.
où on est quand même assez proche du réel, et ça nous permet ensuite après de faire une implantation, un montage qui se tient complètement dans les délais, sans surprise, et donc pas de surcoût de ce côté-là aussi, parce qu'on est quand même, on parle de lieux où le locatif, si vous prenez 4 heures ou 5 heures de locatif en plus, finalement vous avez largement payé le scan. C'est-à-dire que voilà, c'est sans commune mesure. Donc on est sur des lieux de locatif en plusieurs milliers d'euros. Là pareil, l'Arena de Montpellier que je vous présentais déjà tout à l'heure. Montage, on est arrivé, en fait, même ça nous permet souvent de commander le rig et d'avoir les ponts en attente, et toutes les équipes arrivent et tous les ponts sont bien en place, et quand on monte, tout correspond. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et donc vous avez le nuage de points, la remodélisation, l'implantation et au final le rendu. Voilà, et ça vous permet aussi en termes de rendu 3D de présenter aujourd'hui des refs, et c'est en tout cas on est de plus en plus challengé sur ce qu'on va présenter, sur la réalité, sur le côté photoréaliste, et surtout la véracité entre ce qu'on a présenté et ce qui va être le résultat final. Et là on était exactement pareil. Hugo, Charles, un de vos cas d'usage? Alors, on a pris ce cas d'usage parce que il nous semblait intéressant dans le sens où aujourd'hui, qui paye ces interventions? En gros, c'est les productions, c'est les créateurs de spectacles. Voilà. On le répète, mais on devrait obtenir de la part des salles un fichier 3D. Bon, là, c'est un cas d'usage au Manège Royal de Saint-Germain où en fait, ce lieu a décidé de faire un appel d'offres à la créativité pour une exposition semi-permanente. Et donc, ils nous ont appelés et ils nous ont dit, voilà, on aimerait fournir à notre scénographe, dans le cadre de notre appel d'offres, en tout cas au scénographe, un fichier qui soit solide et réel, qui puisse partir donc, de la phase d'appel d'offres jusqu'à la phase de construction. Donc là, il s'agissait de faire un mapping vidéo, plus de la construction des décors et tout ça. Et donc, en fait, la ville de Saint-Germain a acheté le modèle 3D et ça lui appartient, et du coup tout le monde travaille sur la même base depuis maintenant, ça fait 4 ans ou 5 ans, c'est la 3e expo, donc autant dire que le truc a été X fois amorti, et je pense que le nombre d'heures qui a été gagné de toutes les équipes, il est incalculable. Voilà, donc voilà, il y a encore trop peu de lieux qui comprennent que, en fait, il y a un apport pour toute la chaîne de production. Tout à fait. Je suis d'accord aussi, effectivement, que ce sont rarement les sites qui demandent la numérisation. Ce sont plus souvent les productions extérieures qui sont confrontées à un problème immédiat, donc il faut répondre à ce problème immédiat. Donc, du coup, on met les moyens pour répondre au problème. Là où les sites, eux, ont un intérêt, pouvoir éviter tout problème au montage des productions qu'ils vont accueillir, mais également, il y a la rentabilité parce qu'en fait, le modèle va servir et va resservir et va resservir. Donc, du coup, il y a effectivement une exploitation des données qui est redondante et qui est largement amortie parce que ça peut durer des années, en fait. Ça peut durer largement une décennie, en fait. Et encore une fois, s'il doit y avoir des modifications dans une salle, il n'y a pas tout à refaire. Il y a juste la modification à rescanner. On est capable d'ajouter au relevé 3D qu'une petite extension, éventuellement d'enlever ce qui a été modifié et de remettre un nouveau scan. Donc on n'est pas en train de reparler, de refaire l'ensemble du relevé. Donc les salles ont un grand intérêt. Un intérêt qui va devenir commercial aussi. À Nantes, la Cité des Congrès vient de passer aussi sur une modélisation en 3D, alors, qui sert à imaginer les événements, mais demain, entre un client qui doit choisir entre 2 ou 3 salles, si la salle est équipée d'un scan 3D et montre à voir et qu'on sait que c'est un outil qui va aider à la conception de l'événement, ça va devenir très rapidement une vraie plus-value à la commercialisation de l'espace. Et ça peut intéresser aussi certains équipements. C'est vrai. C'est vrai que tu as une exploitation, évidemment, de ces résultats qui peut être directe et apporter beaucoup d'aisance. Et l'aisance va apporter peut-être le choix d'un client final de venir dans cette salle. Tout à fait. Là, il y a 2 petits exemples de réalisation basés sur du relevé 3D. Là aussi, hein, à gauche, c'est un petit restaurant. On parle d'une surface de peut-être 80 mètres carrés. Un petit théâtre de la Comédie Française sur la partie droite. Tout ça pour dire que il n'y a pas finalement de typologie de projet. On n'a pas besoin d'être un énorme projet pour justifier la numérisation.
des petites exploitations le méritent tout autant et simplement le coût sera proportionnel évidemment au travail passé. Mais vous devez inaugurer un restaurant et ce restaurant est compliqué et vous voulez savoir comment sont faits les murs pour être sûr de votre installation. Ben, en fait, le meilleur moyen d'arriver à l'objectif et d'être sûr de ce qu'on peut faire, c'est de capter la réalité et de le modéliser, 2D ou 3D, ou au moins de prendre les codes sur du relevé laser. Et ces cas d'usage sont hyper fréquents. Donc il n'y a pas besoin d'être forcément une énorme salle de spectacle pour se pencher sur la question. Pas d'autres points pour vous, on est d'accord là-dessus. Hein. Autre cas d'usage, l'extérieur, on n'en a pas encore parlé, mais un petit peu quand même, parce qu'on a quand même parlé de 12 km de quai de Seine. Là, on parle de modélisation de terrain. Typiquement, ici, le cas d'usage, c'est un terrain de golf qui est à Évian-les-Bains, où on installe des structures sur le parcours et on a besoin d'informations du sol, de tous les dénivelés. Et sur ces modèles 3D, à partir desquels on peut scanner, hein, on peut scanner via un scanner statique, comme là c'est le cas sur la photo, mais on peut le scanner également en fonction du degré de détail souhaité par drone pour aller plus vite. On arrive à obtenir une modélisation 3D du terrain, ce qui fait qu'en fait on va être capable de poser, d'installer nos structures temporaires, que ce soit des chapiteaux, que ce soit des tribunes, des gradins. On est capable de les installer en 3D et de véritablement savoir toutes les élévations, toutes les côtes, tous les habillages. C'est-à-dire que typiquement ici, on est sur une structure qui est très habillée. On voit l'implantation finale du projet en bas à gauche. D'abord, c'est le relevé par scanner. Ensuite, c'est le nuage de points. En dessous, on a la modélisation 3D. Et on a l'implantation finale du projet. Typiquement, on était sur Marc-Antoine pour en témoigner, parce qu'on l'a relevé ensemble quelques fois, celui-ci à la main. Le temps de montage, on était entre 2 et 3 jours, on va dire, de montage de cette structure, plus ou moins. Aujourd'hui, ça se monte en moins d'une journée, en fait, avec un degré extrêmement précis. Et on est capable de l'agrandir, de la faire bouger avec toutes ces informations. Et en bénéficie également à la décoration, puisque devant, on a une bâche complète sur toute la face, avec des visuels. On est capable de donner des cotes aux visuels et d'être certain qu'on ne va pas manquer de 50 cm de matière à la pose. Donc on gagne énormément de temps. On gagne en transport de matériel, parce qu'on a besoin de moins prendre de matériel en backup. On gagne en sérénité sur les visuels et on gagne en rendu, parce qu'on a quelque chose qui est extrêmement proche de ce que la 3D aura été. Donc ça marche très très bien sur les extérieurs pour des implantations de podiums, de gradins, de CTS et de toutes ces choses-là. Donc les relevés sont tout à fait faisables. Est-ce que vous avez d'autres points là-dessus ? Oui, sur les extérieurs. Alors, bon, une fois qu'on a fait le scan, on a compris qu'on avait toutes les informations. Hein. Mais du coup, ce plan qu'on voit là en 3D, on peut très bien aussi le décliner en plan de 2D très simple, avec donc on voit tous les troncs d'arbres, on voit tout ça, et on voit les lignes de niveau et donc les différences. Donc ça peut très bien passer après dans des logiciels beaucoup plus simples, genre AutoCAD 2D, tout ça pour les gens qui travaillent en 2D. Mais aussi on a des tips qui aujourd'hui permettent par exemple de se dire, bon bah tiens, il y a plein de feuillage partout, on va gérer des filtres pour voir si nos camions vont passer sous les arbres, ou on enlève les feuillages des arbres, ou on les remet, ou alors on décide, tiens, on veut sélectionner telle taille de branche qu'on n'ira pas couper, et là on sait que en fait on va les sélectionner. Et tout ça, en fait, c'est des process qui font partie du relevé d'informations et qu'on peut, avec certains réglages dans la 3D, on peut sortir des informations qui sont très utiles à la vie du chantier. Voilà. Donc, au-delà d'un relevé, on peut le faire parler. C'est ça que je veux dire. Et on peut aller chercher les informations dont on a besoin. Voilà. Exactement. Exploiter les données du relevé. En fait, il y a le relevé, il y a tout ce qu'on va en faire derrière, qui est très très ouvert. Donc, il y a plein de solutions qui s'ouvrent à nous. Encore un petit exemple. Là, c'est un relevé d'un site en entier pour implanter des structures. Donc, on peut numériser. Encore une fois, un petit restaurant de 80 mètres carrés ou numériser un site complet. Et la précision ne sera pas entachée, puisqu'encore une fois, c'est une relation de scanner à scanner. Donc on est sur une précision en dessous du centimètre sur cette typologie de relevé. Encore une fois, que ce soit un relevé de 80 mètres carrés
ou que ce soit un relevé de plusieurs hectares. Voilà sur l'ensemble des points. J'ouvre à vos commentaires si vous avez des commentaires à ajouter. Et puis on ouvre aux questions-réponses. Si vous avez des questions ou des remarques au sujet de la numérisation, profitez, on est là pour y répondre avec grand plaisir. Et si ce n'est pas tout de suite, on peut y répondre a posteriori. Mais si vous avez des remarques ou des observations ou des questions sur la numérisation, sur les apports, on peut vous apporter des réponses. Non, on est timide, ça arrive souvent. Voilà, ouais, c'est un univers qui est tellement vaste, en même temps peut-être on ne se rend pas compte de tous les champs des possibles, mais ils sont énormes. Et du coup, vous pouvez toujours poser des questions après. C'est souvent quand on est confronté à une problématique qu'on se dit, ah bah tiens, ça, est-ce que c'est possible et tout ça. Et puis un point aussi, c'est que souvent quand on est confronté à une problématique, ça arrive très tard dans le workflow. Donc c'est des choses où il faut anticiper un peu sur les commandes de numérisation et tout ça, parce qu'il y a quand même des petits temps de traitement, il y a des petits temps de réactivité, tout ça. Voilà. Mais bon, pour les questions, il y a une petite effectivement remise en question du schéma classique de travail, où on se doit finalement d'investir un tout petit peu dans un outil pour gagner en productivité à la fin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en sont persuadés. Tout le monde ne passe pas le cap, mais sincèrement, n'hésitez pas à venir nous poser des questions pour vraiment encore mieux saisir s'il y a besoin l'objectif et les apports de la numérisation, si ça peut vous apporter quelque chose, si vous avez une responsabilité de salle, si vous êtes sur un événement de toute ampleur, encore une fois, il ne faut pas hésiter à faire appel à ces procédés. Et on y répondra avec grand plaisir. Si vous avez des petites anecdotes sur éventuellement les apports, on a encore 5 minutes pour le faire. Mais à titre perso, j'ai largement connu les montages qui dérapaient par défaut d'information, où des nuits blanches sont arrivées et où l'exploitation pouvait arriver finalement très très rapidement, et où ça a été livré à la dernière minute, et où la numérisation aurait évité ce genre de problématique. Donc on est extrêmement convaincu par l'apport de ce travail-là, et encore une fois sur beaucoup de corps de métier. Donc quel que soit votre corps de métier, même si ce n'est pas la direction technique, venez en parler, parce que je pense qu'on peut vous apporter des solutions. Et si on n'a rien d'autre... Non, j'ajouterais juste que 2 stands sont là pour répondre à toutes vos questions, Nota Bene et le stand des DTE, où vous êtes évidemment les bienvenus. On peut vous en parler plus amplement et vous faire des démonstrations. Merci. Merci à vous. Merci Régis. Merci. Merci.